Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. 11 septembre 1973, il y a tout juste 50 ans, l'armée chilienne prend le pouvoir par la force. Salvador Allende, le président socialiste élu démocratiquement 3 ans plus tôt, se donne la mort dans le palais présidentiel, un palais pris d'assaut par les putschistes. Ce coup d'État marque la fin des espoirs démocratiques du Chili. Il marque aussi l'entrée dans une période de dictature qui sera parmi les plus répressives au monde, celle du général Pinochet. Quel est l'héritage d'Allende 50 ans plus tard? Que sont devenus ces espoirs de justice, d'égalité, de dignité des peuples? Quelles horreurs ont dû surmonter celles et ceux qui lui ont survécu? Comment la solidarité internationale avec le peuple chilien s'est-elle organisée à l'époque? En quoi cette solidarité reste toujours emblématique? On en parle avec nos deux invités ce soir. Déjà, bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Tout d'abord, donc Francisca Medel, vous êtes chilienne, vous avez trouvé refuge en Belgique en 1977 après 3 ans de prison et de torture au Chili. On va parler de votre histoire dans un instant. Et Pierre Galland, vous êtes un militant de toujours pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, cofondateur d'Oxfam Belgique, professeur honoraire à l'ULB, ancien sénateur PS. Vous avez cofondé en 1973 le collectif d'accueil aux réfugiés du Chili et vous coordonnez aujourd'hui le collectif Allende 50 qui organise toute une série d'activités pour commémorer ce triste anniversaire. Alors, Francisca Medel, quel souvenir vous gardez, vous, de ce 11 septembre 1973? Beaucoup de tristesse, évidemment. Beaucoup de tristesse, évidemment, parce que ça a brisé beaucoup de rêves de notre jeunesse qui nous avons grandi à côté du Che, à côté d'Allende. On a milité, mais d'une manière très, 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 très engagée. On a tout laissé tomber parce qu'on devait faire une révolution. Donc, ça, c'était très sérieux. Et tous ces rêves et tout ce qu'on avait construit a été banni, a été détruit par non seulement des militaires. Il faut aussi signaler que le coup d'État a été fait par des militaires et des civils. L'extrême droite a été très présente et a participé à la répression activement. Ils ont torturé aussi. Ils ont emprisonné et ils ont tué. Donc c'est une dictature, on ne peut pas dire civico-militaire, parce qu'ils n'étaient pas très civiques, des hommes civils et des militaires. Et ça a plongé le pays dans une période d'obscurité totale. Ils n'ont pas fait seulement un coup d'État, comme je disais il y a quelques jours, ils ont emprisonné un pays entier. Un pays entier qui avait mis beaucoup d'espoir dans cette unité populaire, donc cette unité autour de Salvador Allende. Quels étaient vos espoirs à vous, jeunes chiliennes des années 70? Quels espoirs aviez-vous dans Allende? Le monde, hein. On était occupés à changer le monde et on commençait par le Chili. Donc, toutes ces mesures, 40 mesures du programme d'Allende, il les a accomplies une par une. Ce n'était pas lettre morte. Il y avait 40 mesures et une par une, de la nationalisation du cuivre à la création d'un changement de système éducationnel, à nationaliser la banque. Ça a touché profondément la droite, hein, qui est partie, qui a quitté le Chili. Donc tout ce qu'on a promis a été accompli. Avec toutes les difficultés que tout le monde connaît, hein, maintenant, mais avec toutes ces difficultés, on est sorti, on a fabriqué des pièces parce qu'il y avait un blocus américain. Il n'y avait pas des pièces de réchange pour beaucoup de choses, mais les ouvriers se sont débrouillés pour créer eux-mêmes, avec leurs outils, pour continuer la production, par exemple. On a changé la façon de vivre. Le tissu social, il était très dense au Chili. Dans tous les quartiers, il y avait organisation. Les syndicats, il y a les cordons industriels aussi qui ont été créés. Et avec ça, on a créé aussi
façon de gérer les entreprises qui ont été nationalisées. Pierre Galland, ce coup d'État, le 11 septembre 1973, il met vraiment fin à l'expérience du socialisme démocratique au Chili, parce que c'est la première fois qu'une révolution socialiste communiste se faisait dans la légalité, j'ai envie de dire. Je vais d'abord faire une petite correction. Ce n'était pas une révolution communiste, c'était une révolution populaire portée par l'ensemble des partis de la gauche. Et donc, c'était un effort énorme qui avait été fait sur le plan de la préparation de l'accession d'Allende au pouvoir. C'était qu'il y avait un peuple organisé à la base, à l'intérieur de différents courants, y compris le courant chrétien de gauche, et qui a fonctionné pendant toute l'unité populaire, qui fonctionnera aussi dans la résistance. Il y a tous les exilés, mais il y a aussi la résistance. Et donc, ça se passe à un moment donné précis. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que 1970, c'est encore la guerre du Vietnam. Ça va être la fin de la guerre du Vietnam. Les Américains doivent se retirer de la guerre du Vietnam. Et ils ont donc une phobie complète contre ce qu'elle a appelé, Francesca a dit, les communistes. On a dit, ce sont des communistes. Allende est un communiste. Non, Allende était un humaniste socialiste qui portait des valeurs et qui exprimait régulièrement ce souci de travailler dans la légalité. Et donc, c'est une révolution dans la légalité. Et elle est assez elle est révolutionnaire en elle-même parce que beaucoup de luttes de libération des peuples de cette époque, à partir des années d'après-guerre, vont être toutes, et beaucoup, ou la plupart d'entre elles, vont être armées, y compris à Cuba. Et là, on a soudain un projet de société qui est porté avec une volonté pacifique. Et donc, c'est novateur, c'est intéressant, ça va passionner l'ensemble de l'humanité. Et il y a des gens qui viendront à Santiago pour rencontrer le gouvernement d'Allende et rencontrer Allende pour dire, mais comment vous faites? Et si Mitterrand, dans ses propres mémoires, raconte le fait qu'il est allé à Santiago en 1971, qu'il a passé une soirée entière avec Allende et il a dit, c'est lui qui est le premier à employer cette expression, voilà une révolution dans la légalité. Et c'est lui qui dira aussi toute la révolte que ça peut signifier du fait que, bien, il va y avoir une alliance américaine, des entreprises, du gouvernement, de la CIA, pour empêcher Salvador Allende d'arriver au pouvoir. Échec, il arrive au pouvoir. Après ça, pour saboter complètement son économie. Et pourtant, ils réussissent. Et Allende, dans son principe légaliste, consultait le peuple régulièrement. Et il avait annoncé des référendums successifs et il les gagnait. Quand il demande au Parlement s'il peut nationaliser le cuivre, il a l'unanimité du Parlement. Même la droite vote avec lui. Donc, il a un souci permanent de cette légalité. Et devant l'échec des sabotages, devant l'échec de l'avoir essayé d'empêcher qu'il arrive au pouvoir, eh bien, au moment où il va aller encore consulter le peuple, il annonce un référendum pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Eh bien, vu l'échec, eh bien, il va y avoir le coup d'État militaire, c'est-à-dire devant l'échec d'empêcher le peuple d'avancer dans son projet, il y aura le fait qu'il y aura ce coup d'arrêt du coup d'État militaire. Avec le soutien des États-Unis, ça on le sait aujourd'hui. Attention, coup d'État qui a été préparé dès le jour où il est arrivé au pouvoir. Dès le jour où il est arrivé au pouvoir, on sait aujourd'hui que dans la marine notamment, il y a eu des séditieux pour d'abord supprimer le général en chef de la marine, l'amiral en chef, on va le supprimer parce qu'il était pro-Allende, et ils vont structurer les projets d'un coup d'État. Et c'est devant le fait que ça ne marchait pas que le coup d'État sera poussé par les États-Unis. Et Kissinger dira clairement, Kissinger, qui était quand même le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, dira on ne pouvait pas laisser perdurer l'expérience de Salvador Allende parce que, d'abord, c'est du communisme. Deuxièmement, c'est un très mauvais exemple pour les autres États latino-américains. Et enfin, c'est aussi un mauvais exemple pour la France, où se négociait le programme commun de la gauche, et pour l'Italie, où se négociait le compromis historique entre les eurocommunistes italiens et les démocrates chrétiens. Et tout ça, aujourd'hui, est déclassifié, donc on le sait. Et en fait, donc, on est là devant une situation tout à fait particulière, parce que c'était
une innovation dans le processus d'émancipation populaire qui avait commencé après la Deuxième Guerre mondiale et qui permettait au peuple de s'émanciper du processus colonial. On avait en Amérique latine un projet qui était l'émancipation vis-à-vis de l'impérialisme et de l'ensemble des multinationales qui contrôlaient l'ensemble de l'économie latino-américaine. Et c'est face à ça qu'il va y avoir alors une réaction terriblement violente. Et il se fait que ce coup d'État est un des plus violents qui a été commis dans toute l'Amérique latine et de par le monde. Quand on sait que ça va provoquer immédiatement 25 000 arrestations dans les 24 heures, ça va provoquer 30 000 emprisonnements, ça va provoquer 3 200 personnes qui vont mourir dans les prisons, et ça va provoquer un exil de près de 300 000 Chiliens et de ceux qui étaient accueillis au Chili parce qu'ils avaient déjà fui des dictatures latino-américaines d'autres pays. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même un événement particulier qui a été observé. Qui a marqué le monde entier. Hein, c'est ça que je veux dire. Il a participé. Et je dis souvent, Allende a été un marqueur historique. Et c'est contre un marqueur historique que s'est élevé ceux qui s'appellent la communauté internationale. Francisca Medel, donc, après ce 11 septembre 1973, que s'est-il passé pour vous, qui était une militante, qui soutenait ce régime d'Allende et cette unité populaire? Mais on a commencé immédiatement, on a commencé à organiser la résistance. Et ça avec très peu de moyens, parce que malgré le fait qu'on disait qu'on était hyper armés, qu'on était des dangereux criminels, etc., ça ce n'est pas vrai du tout. On n'avait pas d'armes. On devait se défendre, mais on n'avait pas avec rien du tout. Donc on avait quelques outils faits maison, donc, mais ça face à une armée aussi puissante et organisée, on n'avait aucune chance de faire de combattre. Vous n'étiez pas à armes égales. Ça c'est impensable là. Mais on devait s'organiser parce que les partis de gauche ont été pratiquement estimés, donc et tous nos dirigeants étaient emprisonnés. Et nous, la base socialiste dans mon cas, mais on se retrouvait avec les autres militants des autres partis politiques, on se réunissait et on organisait la résistance autrement que militaire. Et c'est comme ça donc qu'on s'est fait arrêter, parce qu'on était tous fichés, on était tous connus comme militants très actifs, surtout ceux comme moi qui avons participé activement dans le travail des cordons industriels avec les syndicats, organiser les populations, etc. Donc on était fichés. On a été arrêtés. Oui, et donc vous avez passé 3 ans en prison. Alors, oui, pas seulement en prison, une prison où vous avez été torturé, vous avez vu beaucoup de torture. Oui, donc d'abord c'était des périodes de torture et des périodes où on nous lâchait un peu parce que autrement on nous tuait. Donc on devait rester en vie au cas où on aurait pu leur donner des renseignements. C'est pour ça qu'on a développé des systèmes de protection entre nous. On s'est exercé à oublier les noms. On ne les connaît pas. On nous pose une question et jusqu'à maintenant, si tu demandes à un ancien prisonnier politique, tu vas voir quelles sont les difficultés qu'on a de retenir un nom parce qu'on avait décidé d'oublier. Et ça, c'était pour protéger donc, nos camarades qui étaient dehors. Donc, c'est des périodes de torture. Ils nous ont jugés par la justice militaire et on a été condamnés, évidemment. Donc, il n'y avait pas d'avocat. On n'avait pas de défense. Ou alors, il y avait des avocats commis d'office qui tremblaient rien que du fait d'être à côté de nous parce qu'on était dangereux. Selon la junte militaire, on était des dangereux criminels. Et donc, on
on a été arrêtés. Il y avait des lieux de torture. On ne torturait pas n'importe où, parce qu'ils devaient avoir leurs outils. Et on a passé par toutes ces atrocités, incroyables. On ne peut pas imaginer qu'un homme ou une femme, parce qu'il y en avait aussi, puisse être aussi cruel et inhumain. Ça, c'est des personnages qui ont perdu toute leur humanité, je ne sais pas comment. Ils s'est drogués beaucoup. Il y en avait beaucoup qui consommaient des pilules mélangées avec de l'alcool. Et ils arrivaient à torturer des femmes enceintes de 8 mois. Ou des gamines de 15, 16 ans, devant tout le monde. À faire des simulacres on nous fusillait, quoi. Et on sentait passer la balle. Et des tortures inimaginables, des montrées, des morceaux de tissu ensanglantés, parce que un camarade, on lui disait, écoute, ça c'est ton fils, ça c'est ta fille, et si tu ne parles pas, ben, ça va être ta femme aussi. Et ça devant nous tous. L'horreur absolue. En fait, dès 1973, la solidarité internationale s'est assez vite organisée. Alors, je me tourne vers vous, Pierre Galland. C'est vrai qu'en Belgique, la Belgique a accueilli beaucoup de réfugiés chiliens. Comment expliquer d'ailleurs que la Belgique s'est retrouvée comme ça, terre d'accueil pour toute une série de Chiliens? Mais c'est assez simple à expliquer. Il se fait que la Belgique avait été intéressée de soutenir le modèle de Salvador Allende et avait décidé, à l'époque c'était le gouvernement Le Burton, et avait décidé d'envoyer la secrétaire d'État à la coopération et développement à Santiago. Et le 11 septembre 1973, Irène Petry, la ministre de la coopération, était à l'aéroport pour aller signer l'accord de coopération avec le gouvernement de Salvador Allende. Quand elle a reçu un coup de téléphone, disant ne pars pas, il y a un coup d'État. Et donc, ça veut dire qu'en Belgique, il y avait une attention permanente, puisqu'il y avait eu un choix de soutenir ce gouvernement en Amérique latine, à l'époque où il y avait plein de dictatures militaires déjà autour du Chili. À ce moment-là aussi, en Belgique, comme il y avait des relations permanentes de coopération avec le Chili, c'est pour ça il y avait déjà des coopérants qui étaient au Chili, eh bien, on va avoir directement des messages qui vont arriver. Et il y avait une caractéristique belge, c'est qu'il y avait un avion Sabena qui faisait Santiago du Chili, Bruxelles. Le lendemain du coup d'État, un avion Sabena arrive à Bruxelles venant de Santiago du Chili, il est rempli d'exilés. Et parmi ces exilés, les principaux exilés, c'est d'abord des gens qui avaient trouvé refuge au Chili, c'est-à-dire des Haïtiens, des Brésiliens, des Uruguayens, qui étaient réfugiés et qui étaient les premiers à comprendre ce qui se passait, qui sont partis. Et donc, on a eu là une première vague de gens qui arrivaient. Et il se fait qu'en Belgique, les organisations d'accueil traditionnelles, excusez-moi de le dire comme ça, elles étaient plutôt habituées à recevoir des anticommunistes qui fouillaient les pays de l'Est. Aussi, ça ne marchait pas avec ces gens qui arrivaient. Donc, ils ont été accueillis par les citoyens en Belgique. Les premiers exilés arrivés vivaient chez des citoyens belges et on a conçu un modèle qui était le collectif d'accueil des réfugiés du Chili avec une douzaine d'associations dans lesquelles il y avait aussi bien les socialistes que les Amnesty International, que Oxfam, que Entraide et Fraternité des chrétiens, etc., qui ont pris une décision, c'était d'interpeller le gouvernement pour qu'on puisse organiser l'accueil en collaboration avec les réfugiés eux-mêmes, qui ont recréé à Bruxelles un collectif de Chiliens qui, avec nous, faisaient les listes des gens qu'il fallait absolument exfiltrer pour leur sauver la vie. Et la Belgique a joué un rôle très honnête là-dedans, parce que dès le lendemain du coup d'État, elle a donné instruction à son ambassade d'accueillir les exilés, ceux qui voulaient se protéger dans l'ambassade. Et c'est ainsi que nous, alors, on a commencé à organiser cet accueil qui a été tout à fait particulier. Des gens arrivaient en Belgique, dans les bras de leurs parents, et ils étaient accueillis dans une famille pendant plusieurs semaines, parfois même 6 mois. Et entre-temps, nous trouvions la manière de les aider au mieux.
Et la manière de les aider au mieux, c'était de travailler avec les CPAS, avec les communes, etc., qui ont participé à cet accueil. Et ça a été vraiment très structurant de voir comment, grâce à l'unité des Chiliens qui s'est recréée en Belgique et l'unité des associations belges qui se sont, avec les syndicats et en particulier avec la FGTB, structurées, eh bien, ça a donné une capacité réelle de répondre à un besoin qui était celui d'accueillir des gens dans la dignité et pas simplement comme des réfugiés, comme on le fait un peu trop aujourd'hui, qui n'est pas une manière humaine de recevoir les gens. Alors, il y a eu une volonté d'humaniser le processus et ça a été jusqu'au point qu'on a créé aussi un autre collectif qui était le CNUCH, Comité National Universitaire Chili, où les universitaires, en particulier d'abord ici à l'ULB, puis après ça avec les autres universités à Liège, et puis après ça avec l'UCL, et puis avec Gand, et puis avec Anvers, les universitaires ont accueilli les jeunes Chiliens, parce que beaucoup étaient très jeunes. Ils arrivaient, comme Francisca, elle était jeune à l'époque, elle était une militante jeune, beaucoup de jeunes, et ces jeunes, parmi eux, il y avait des étudiants. Et on les a aidés à pouvoir poursuivre leur cursus. Parmi eux, il y avait des enseignants. On les a aidés à rentrer dans le circuit d'enseignants, y compris à l'ULB. Et donc, c'est une façon de faire l'accueil qu'on devrait être capable de reproduire aujourd'hui, parce qu'il était profondément humaniste. Alors, on va parler des événements qui vont être organisés pour les 50 ans, mais Francisca Medel, à votre avis, pourquoi la figure d'Allende, elle nous parle encore aujourd'hui? Alors, elle vous parle à vous par votre histoire, mais elle parle plus largement, en fait. Comment vous expliquez ça? Mais il suffit de lire et relire ses discours. Et là, quand il s'adresse aux étudiants, par exemple, quand on nous dit il faut changer le monde, et il faut y aller. Et ce n'est pas ici, à l'université, que vous allez changer le monde. Il faut étudier, il faut des bons professionnels, mais aussi il faut que ces professionnels aillent travailler dans les champs, aillent travailler à l'usine, pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent pourquoi il faut changer les choses. Donc, et ça, c'est d'actualité, absolument. Quand il parle des droits des femmes, mais plus actuel que ça. Ou quand il parle aussi des Mapuches, des Indiens du Chili, de l'Amérique du Sud. Et quand il leur reconnaît tous les droits comme n'importe quel autre national, quand il dit qu'il faut leur rendre leur terre, parce qu'on les a usurpés. Et quand il parle de la fraternité avec les autres peuples latino-américains, et pas uniquement de l'Amérique latine. C'est un message universel qu'il nous a donné et qui garde sa fraîcheur, sa jeunesse jusqu'à maintenant. J'ai envie du coup de faire goûter à nos éditeurs un chant qui était vraiment la chanson emblématique de la lutte pour la démocratie au Chili, mais qui au fil du temps est devenue un peu une chanson symbole d'unité, de solidarité populaire à travers le monde, qui a vraiment dépassé même les frontières du Chili. Je vous la fais écouter ici dans la version originale de 1973. C'est d'abord, on entend d'abord le peuple chanter et ensuite le groupe Quilapayún. Alors cette chanson, c'est El Pueblo Unido Jamais Será Vencido. Unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Que cantar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer.
chant, il représente quoi pour vous? Alors pour vous, Francisca, et pour vous, Pierre Galland? Pour moi, beaucoup d'émotions parce que je l'ai chanté, je ne sais pas combien de millions de fois. On a chanté seul et ensemble, et en même temps qu'on écrivait par petits morceaux le dernier discours d'Allende quand on était en prison, et on le mémorisait. Donc c'est la même chose, c'est la même émotion que... Moi, j'écoute ça et je suis tout émue. Et j'écoute le dernier discours et tous les autres d'Allende. Et c'est ma vie, en fait. C'est notre jeunesse, mais pas seulement. Moi, je deviens vieille, mais je garde ces espoirs. Et je crois que la plupart d'entre nous, on est allé... On fait ce qui est pire, en fait. Maintenant, avec les réfugiés qui arrivent de tous les côtés, et on a participé activement pour les cacher quand c'était interdit. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on a ouvert nos maisons pour les accueillir, pas avec les moyens que Pierre avait, mais avec les nôtres, avec nos moyens, pour qu'ils ne pleurent pas la nuit, par exemple, parce qu'il y avait des gosses très jeunes. Très jeunes, de 14-15 ans, qui ont été accueillis par la Belgique finalement, parce qu'ils étaient trop jeunes et la Belgique était seule et a été obligée de les accueillir. Donc pour moi, tout ça, c'est une façon de vivre. C'est un mode de vie qui s'est installé et ça réveille le meilleur de nous, je crois. Oui, Pierre Galland, des valeurs qui restent universelles aujourd'hui, ces valeurs d'Allende. Mais c'est clair, je pense que c'est un marqueur historique. Et c'est dans l'histoire, quoi. Vous avez eu Mandela, vous avez eu des gens extraordinaires dans le monde entier, comme ça, qui sont des repères. Et je crois qu'Allende, c'est pas un homme parfait, mais c'est un homme qui a servi de repère pour d'abord le peuple chilien, l'Amérique latine, et en particulier aussi en Europe, où il a eu il y a eu une vision, il y a eu une retraduction de ce que pouvait être ce droit d'émancipation des peuples. Et ce qui caractérise le Chili, et cette chanson en particulier, c'est aussi le fait que c'est une révolution qui était joyeuse. C'est une révolution qui s'est faite dans un cadre culturel tout à fait exceptionnel. Il y aurait bien des choses à raconter sur la manière dont la résistance s'est fondée sur le fait culturel chilien qui était porteur des aspirations qui avaient été fracturées, fracassées par la junte militaire aux ordres, quand même, il faut le rappeler, de grandes multinationales comme ITT, comme la CIA américaine, qui ont vraiment fracturé ce projet parce qu'ils l'estimaient trop dangereux, trop contagieux pour le reste de l'humanité. Oui, et cette révolution joyeuse, c'est un peu ce qui vous a inspiré peut-être pour ces commémorations des 50 ans de la mort d'Allende. Donc il y a tout un programme qui a été mis en place par le collectif, par le comité 50. Allende 50. Allende 50. Et alors vous pouvez trouver la liste des activités notamment sur la page Facebook. Vous tapez comité Allende 50 Bruxelles et vous verrez toute une série d'activités. Mais on voit qu'effectivement il y a des expositions, il y a de la musique. Vous avez voulu faire quelque chose de joyeux? On a voulu surtout faire hommage, c'est traduire ce qu'était cette espérance d'un peuple à un moment donné, de dire, ce n'est pas... Et c'est très intéressant de voir que les jeunes Chiliens, quand ils ont fait leur révolution il y a 2 ans, ils ont dit, nous reprenons le message de Salvador Allende, nous allons lui donner une continuité. Il y avait cela, eh bien, l'Amérique latine et le Chili, ce sont des pays qui rebondissent, et qui rebondissent dans une certaine conception du monde qui n'est pas simplement la leur. Et je crois donc que c'est un message très universel. Et en ce sens, oui, notre programme s'est voulu très large et il a été porté par de nombreux exilés chiliens dans notre pays, mais aussi par de nombreuses associations pour qui le message de droits humains, de droit international, d'une autre économie possible dans le monde, d'un autre monde qui est possible, eh bien c'est un message qui est encore partagé par beaucoup de monde et qui sont prêts à se mobiliser lorsqu'on lance une invitation comme celle du comité Allende 50. Oui, donc le 11 septembre, il y a notamment une marche dans Bruxelles qui va démarrer à partir de l'hôtel de ville. Et puis, il y a aussi des activités à l'ULB et puis toute une série d'autres activités. On vous invite vraiment
vraiment à aller voir la page Facebook, donc Allende 50 Bruxelles. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rappelé ce moment historique, mais on l'a vu, qui est encore vraiment bien ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Merci Francisca Medel, merci Pierre Galland. Une belle soirée à tous.